Pour nous parler de l'étude Obi-Wan sur l'obinutuzumab. Alors, Obi-Wan, je pensais que ça serait lancé, mais bon, on est toujours en retard par rapport aux prédictions. Donc, Obi-Wan, c'est une étude qui est une étude de phase 2, pilote, qui évalue l'obinutuzumab dans l'induction de la rémission chez les patients qui sont à haut risque de rechute et qui sont déjà rechuteurs, à savoir un rechuteur qui a des encas PR3. Le rationnel, c'est qu'on sait que le rituximab est probablement un traitement qui permet de retarder la rechute, mais globalement, on n'a pas l'impression que ça soit un traitement qui induise des guérisons à proprement parler. Et donc, on avait observé qu'il y avait des rechutes tardives dans les différents protocoles Menrit-100. Et l'autre chose, c'est que la négativation des encas pourrait être un objectif, en tout cas thérapeutique, à avoir. Et ça, c'est issu d'un essai émulé à partir des données, en tout cas nord-américaines de Boston, de Zach Wallace, qui montrait que l'obtention de la rémission clinico-sérologique à 6 mois était prédictive, en tout cas de l'évolution à long terme et notamment du risque de rechute. Et que l'obinutuzumab, en étant un traitement plus déplétif, peut-être que le rituximab pourrait permettre en tout cas d'atteindre cet objectif et donc chez des patients à haut risque de rechute d'apporter un bénéfice. Donc voilà, donc ça c'est l'hypothèse en tout cas. Et donc l'objectif, ça va être dans cette étude quand même préliminaire de phase 2, d'évaluer l'efficacité et la sécurité, en tout cas pour induire cette rémission clinico-sérologique. Pour vous raconter, en fait, c'est on avait soumis la première fois au PHRC une étude de phase 3 où on comparait l'obinutuzumab au rituximab. Il nous a été dit que c'était trop prématuré, donc il fallait redéposer l'année d'après une étude monobras. Et l'année où on a déposé l'année monobras, ils nous ont dit vous auriez dû faire une étude comparative. Mais toujours est-il que c'est passé. Donc voilà, et que c'est bien, et que quand on se met en parallèle avec l'Angleterre et les États-Unis, il y a 3 études un petit peu dans chaque pays, en comptant la France, où chaque pays va avoir un peu son étude évaluant l'obinutuzumab avec des designs très proches, où les autres aussi ont fait plutôt une étude pilote initialement. Donc les critères d'inclusion, ben, ça sera les maîtres mots, c'est un patient PR3 qui est en rechute. Donc ça fait potentiellement en tout cas beaucoup de patients. Et comme je vous dis, l'objectif principal, ça sera l'obtention de la rémission clinico-sérologique, c'est-à-dire qu'à 6 mois, il faudra être en rémission complète, sans encas, et pour essayer d'avoir un bénéfice de cette stratégie dont on s'attend peut-être à une meilleure efficacité, eh ben, c'est le schéma de corticoïdes de l'étude RAVE, c'est-à-dire qu'à 6 mois, l'objectif, c'est 0 corticoïdes. Et en plus, on aura la possibilité de se comparer à la cohorte historique de RAVE qui a été en fait à la base du calcul du sujet du nombre d'effectifs. Donc, ça serait une étude multicentrique, phase 2 en ouvert. Le traitement, comme c'est une étude de 52 semaines, ça sera le même design que dans le lupus, les Nobility, c'est-à-dire 1 gramme d'obilutuzumab, en gros à J1J15, et à 6 mois, on refait un J1J15. Et il y aura un schéma de décroissance standardisé des corticoïdes, mais qui est celui de l'essai RAVE. Et c'est-à-dire qu'en gros, les corticoïdes étaient arrêtés vers 5 mois, 5-6 mois. Donc ça divergera un petit peu de l'effet, le bras low dose de Pexivas. Mais encore une fois, c'est parce que on s'attend à ce que peut-être l'obinutuzumab nous permette d'atteindre en tout cas des objectifs un petit peu nouveaux. En prenant l'hypothèse que l'obinutuzumab dans RAVE, dans le bras rituximab, il y avait 50% qui atteignaient ce critère de jugement qui était pas de corticoïdes, rémission et des encas négatifs, parce que les données sont publiques en fait de RAVE, donc on peut les réanalyser. Et donc, on a pris l'hypothèse qu'on atteignait, je crois, 80% de cet objectif ou 85% avec l'obinutuzumab, ce qui nous permettait de calculer un effectif de 33 patients, donc pas grand monde. Et donc, je vous dis, la seule chose que je peux éventuellement vous demander dans la mesure du possible, c'est là, on a perdu un peu notre arc, pas du service, mais de l'URC. Donc, on est en train d'essayer d'en retrouver un autre. Donc, ça explique que ça traîne un peu. Mais donc, d'être particulièrement réactif, parce que vous savez qu'un des multiples points qui fait qu'un protocole traîne, et notamment pour les effets, pour les ouvertures, j'imagine, pour Renato, c'est que
Chaque DRCI attend parfois 3 mois pour envoyer un mail de relance. Et en fait, ça peut comme ça, on peut arriver à la fin du protocole. Et globalement, il y a eu 3 échanges de mails entre la DRCI locale et la DRCI du centre. Donc globalement, il y a, dans la mesure du possible, une aide très importante que vous pouvez nous apporter. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça débutera bientôt. Euh, Parce que ça date, j'ai pas voulu mettre l'année du PHRC parce que j'en suis pas trop fier, mais ça remonte. Après, on va dire qu'il y a eu le Covid au milieu, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Bravo Benjamin et merci. Tu l'as dit, il y a deux études concurrentes, dont une étude américaine qui a déjà commencé les inclusions. Ma question est, quelles seront les spécificités, les petits plus de l'étude française par rapport à l'étude américaine? Alors, par rapport à l'étude américaine, pas grosse différence. La grosse différence, peut-être, c'est l'étude anglaise, où ils ont pris l'habitude, dans leurs études, de faire des biopsies ganglionnaires, chose qu'on a l'impression qu'il va être plus compliqué à obtenir pour nous, pour étudier la déplétion tissulaire. L'étude américaine, je ne crois pas qu'elle ait de grandes différences, mais l'étude anglaise de David Jenne, c'est vrai qu'ils ont un petit peu ces biopsies pour aller voir dans le tissu, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on sait que le rituximab, c'est là où il pêche, hein, c'est qu'il déplète quand même mal dans les tissus, alors que c'est probablement un truc que le Ritux fait mieux, enfin que le BI fait mieux. Mais donc, c'est surtout ça la différence. Pour moi, il n'y a pas énormément d'autres différences. Ah, bah, ce qu'on va. Ouais, ouais, ils ont commencé à inclure. Après, voilà, les aléas, je pense que c'est vrai qu'on a été un petit peu lent sur les choses. Maintenant, après, ça va être à définir. Peut-être que c'est sur les études ancillaires qu'on va pouvoir faire et les études mécanistiques. Mais globalement, c'est vrai que sur le design et le protocole, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, la nôtre n'est pas de manière enfin, très notable, beaucoup plus importante, enfin, plus innovante que la leur, hein. L'hypogamma, ça va être une contre-indication, c'est pas listé comme. C'est vrai qu'un malade qui arrive avec une hypogamma, ça, les recos du GFEV l'avaient dit à l'époque, dans les essais Menry de sang, il n'y avait pas plus d'hypogamma sous Ritux en traitement d'entretien que sous azatioprine. Donc, de toute façon, il faut les traiter, ces malades. Et donc, en fait, on n'a pas mis l'hypogamma, en effet. Oui, désolé. Tu poses la question de la durée de la corticothérapie pour mettre en évidence une différence d'effet. Alors, c'est une population très spécifique là que tu évoques, mais de manière plus large, alors que, si je dis pas de bêtises, les taux de rechute globalement, hein, chez des patients tout venant avec un traitement standard par corticothérapie plus rituximab en maintenance, c'est de l'ordre de 85%. Les taux de rechute, j'ai dit taux de rémission plus exactement. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait aller vers d'autres critères d'évaluation maintenant plutôt que la rechute, plutôt sur la diminution de la conséquence de la corticothérapie ou la qualité de vie, enfin réfléchir plutôt à cette évolution-là? Bah, là, c'est une étude de phase 2 monobras. Donc, j'ai envie de dire qu'on est sur vraiment quasiment avec la safety qui va être importante. Mais bien entendu que sur une étude de phase 3, pourrait se poser la question. Et de toute façon, il est possible qu'au niveau international, il y a des nouveaux critères que les Américains vont essayer, mais même pas que les Américains, un peu l'Omeract va essayer de développer, qui intégrera de la qualité de vie des patients. C'est quelque chose qui va peut-être être présenté, des PRO en effet, des Patient Reported Outcomes, ça va peut-être être présenté à Barcelone. Donc, il est possible que quand on arrivera dans quelques années, les critères de jugement soient plus les mêmes parce qu'il y aura une espèce de dynamique internationale. Pour l'instant, pour une phase 2, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui nous semblait à l'époque être pertinent. Mais c'est vrai que comme c'était il y a quelques années déjà, voilà, mais bon, ça me semble à ce niveau-là. Mais bon, après, je dirais que on a peut-être encore un peu la possibilité de d'amender, hein, je veux dire, comme c'est pas commencé, profitons, voilà, voyons un peu du positif derrière le négatif, quoi. Mm. Ah ben en fait, j'ai envie de dire hein, une GPA-PR3 vraiment standard, hein, c'est-à-dire qu'une GPA-PR3, il y en a quand même au moins la moitié quand même avec du suivi qui rechute. Donc en fait, c'est des malades qu'on voit vraiment, en tout cas en médecine interne, peut-être moins en néphrologie puisque
On sait que l'atteinte rénale est parfois un facteur, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment le patient qui viendra demain avec sa rechute de GPA et à qui. Bah oui, oui, oui. Parce que maintenant, c'est vrai que dès qu'il rechute, ça, c'était un peu les études ancillaires de Rave. En fait, une rechute mineure qu'on ne retraite pas par du Ritux, et qu'on traiterait par corticoïdes un petit peu, une rechute mineure va être une rechute majeure et on lui a juste fait perdre 9 mois de corticoïdes. Donc, en fait, ça serait cela, mais on a quand même mis un Bivas à 3, mais c'est toute rechute. À partir du moment où on pense qu'il faut réinitier un traitement par Ritux, c'est que là, on leur proposera l'OBI. Merci. Jonathan, qui nous présente encore dans la GPA, cette fois-ci réfractaire, l'étude satellite. Merci, oui. Moi, j'assume, j'ai mis la date, hein. Donc, oui, moi aussi, j'ai beaucoup de retard sur le lancement de ce protocole.